Version Prince Royce, ouais, c'est ça. Ça y est, elle se moque. Alors que je vais faire un truc tout à fait sérieux, je vais souhaiter un bon anniversaire de mariage à Batea et Ere. Voilà, beaucoup de bonheur évidemment. Et on en rajoute encore quelques années, pour ne pas dire des siècles et des siècles. Amen. Amen quoi? Les plats de cuisine. Nous sommes mercredi, c'est Info Service. On a rendez-vous avec la cuisine aujourd'hui, Nathalie. Il n'y a pas une musique de film, enfin si, une si scène tu veux. de film. Ah oui, oui. C'est quoi ça? La soupe aux choux. Non. Non. Poule. Les Muppet Show. Exactement, Muppet Show, voilà. le cuisinier du Muppet Show. Alors, je ne sais pas s'il a inspiré notre invité. Qui est notre invité, Nathalie? Un grand chef. Notre invité, Jean-Claude Tekwatawa. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, on va allumer ton micro. Il n'est pas allumé ton micro. Voilà Andrew, qui est fait. Bonjour Jean-Claude. Yolanda. Bienvenue. Merci. Bonjour chef. Comment on dit en cuisine? Ouais, je ne suis pas encore chef, mais... alors, Si, quand on n'est pas chef, on est quoi? justement, t'es chef de parti, tu disais. C'est ça, chef de partie. Qu'est-ce qu'un chef de parti? Oui. En fait, dans la cuisine, il y a plusieurs parties. Et du coup, sur chaque partie, il faut un responsable. Donc Parti avec un E, donc voilà. Et toi, c'est quelle partie? Les entrées. Les entrées. Donc le garde-manger, on appelle ça le garde-manger. Le froid, pas que. Entrée froide, entrée chaude. C'est ça. On va faire connaissance et puis bravo Popo, premier prix du concours des chefs du lycée hôtelier de Tumaolo. C'était cette année, c'est récent, c'est tout frais. Tu le vis comment ça? C'est vrai que j'étais déjà. Ouais, très fier de rendre fier aussi mon entourage. Maintenant, ça s'est calmé, donc je vis dans ma cuisine toujours. Et quel est ton parcours? Tu as commencé au lycée hôtelier, je présume? Ça, ouais, j'ai commencé à 16 ans au lycée hôtelier. T'es jeune, hein? On peut donner ton âge parce que j'ai 23 ans. 23 ans, chef de partie. Alors, lycée hôtelier? Lycée hôtelier, bac techno. Ensuite, j'ai enchaîné par un BTS en première année. Après, j'ai enchaîné ma deuxième année en France. Je suis parti à La Rochelle. Ça, c'était inévitable? Il fallait quitter le territoire? Non, c'était un choix. En fait, on nous proposait de partir en France pour un stage. Et puis, j'ai continué pour ma deuxième année là-bas. Après, j'ai travaillé un petit peu et puis je suis revenu ici. Et puis, maintenant, je suis au Cocos depuis 2 ans et demi. Pas mal, belle référence. On a reçu, comment elle s'appelle déjà? Bénédicte. Voilà, qu'on embrasse, qui nous écoute ou qui va nous écouter ou regarder, puisque c'est maintenant en direct, en radiovision, on appelle ça. Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi avoir pris cette direction de la cuisine? Est-ce que déjà tu cuisinais à la maison? D'abord, j'aime bien manger. J'adore manger. Nous aussi, mais on n'est pas dans une cuisine, chef de partie. Ouais. Mais et du coup, c'est avec ça que j'ai commencé à mettre la main à la pâte, quoi. Puis ma grand-mère cuisine, mon père aussi. À Tahiti, forcément? Non, pas forcément. Ma grand-mère, c'est une Bretonne. Ouais. Que j'allais pendant mes vacances. Mon papa aussi, mon père est demi. D'accord. Ma mère est demi aussi. Le mélange. C'est ça. Comme une salade. C'est ça. Du coup, j'ai pu me nourrir de plusieurs cultures aussi. Hein. Culture asiatique, marquisienne, tahitienne et française aussi. On va parler tout à l'heure de ce partage. Hein. On compte sur toi pour être généreux, pour nous donner quelques petites recettes. Est-ce que parmi les recettes que tu fais, sans rentrer dans les détails et sans pour autant donner la recette maintenant, mais est-ce qu'il y a des recettes que tu as repris de tes grands-parents, de tes parents? Pas encore, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans une cuisine assez moderne. C'est vrai que les techniques de base pour les sauces, les choses comme ça, c'est des techniques ancestrales, on va dire. Mais après, les saveurs et tout, c'est vrai qu'on essaye de reprendre des choses qu'on connaît, et puis pourquoi pas des choses qu'on a reçues de nos grands-parents ou quoi, lors des repas en famille. Ouais. Et comment se sont passées tes années d'études en Polynésie pour donner par exemple un exemple à d'autres futurs cuisiniers? Ça a été facile? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut... En fait, moi, j'avais juste hâte de partir en cuisine et puis de lâcher mes cours. Mais bon, il fallait quand même être sérieux pour les cours pour pouvoir arriver à la finalité, le diplôme. On parle du lycée hôtelier, c'est ça. Lycée hôtelier, oui. Ouais. Au début, donc, on n'est pas forcément dans les cuisines. Non, on est à la moitié du temps. Plus de temps, c'est ça. On est plus théorie, de temps en cours qu'en cuisine. Après, on a des stages. Moi, dans ma filière, on avait 2 mois de stage à l'année. Où là, on épluche les pommes de terre, les légumes en général. Après, c'est à nous à montrer notre envie quand on arrive dans notre lieu de stage.
quand on est stagiaire. Donc, plus on a envie, plus ils nous donnent de choses à faire. Et les lieux de stage, c'était où? J'ai commencé, mon premier stage, c'était au Velvet. Mhm. J'ai fait un mois de stage en serveur et un mois de stage en cuisine. Avec d'autres camarades qui étaient... Non, j'étais tout seul ce coup-là. Et ouais, non, c'était sympa aussi, hein. Je découvrais le monde professionnel de la cuisine, quoi, à part ce qu'on vit à la maison. Est-ce que vous le découvrez aussi aussi au lycée hôtelier? On le découvre au lycée hôtelier, mais c'est vrai que il y a un cadre avec lequel on travaille qui est complètement différent de celui d'un restaurant professionnel. C'est-à-dire, quelle est la différence? La pression qui est différente? Il y a le stress du service. Bon, on est stressé aussi quand on est élève, envoyer des plats pour des clients. Envoyer des plats, alors on traduit, c'est pas les envoyer, Non, non, c'est les sortir de la cuisine et de les amener le à passer table. au serveur et puis. Mais la différence, bonne question. Il n'y a pas tant que ça, finalement. Ça reste quand même... Justement, que vous commenciez à vous former au lycée C'est hôtelier. plus rude en milieu professionnel. Ah oui. C'est plus rude. Il y a déjà les horaires. Quand on est au lycée hôtelier, ils essayent de nous donner des horaires assez Souple. souples. Alors que On dans finit la pas vie trop tard. réelle, Dans la dans vie une réelle, cuisine, il n'y a pas d'horaire. Non, il n'y a pas d'horaire. On attend que le dernier client parte pour s'en aller aussi, quoi. Ah, d'accord. Et plus on monte en grade et plus c'est facile, ou alors au bas de l'échelle, ça peut être facile aussi quand on prend ça avec beaucoup de plaisir. Après, c'est comment chacun s'implique dans le travail, je pense. Ça peut être facile si on reste sur nos acquis et puis on travaille ce qu'on sait et puis on va pas chercher plus loin. Ça commence à être difficile à partir du moment où on fait des recherches et puis tous les jours on essaye d'inventer des nouvelles choses et tout, de mettre de nouvelles techniques en place, tout ça. On peut encore C'est vrai que innover. Ouais. On peut toujours innover. Ouais. C'est ça qui est bien en Et cuisine. les premières années de formation au lycée hôtelier, vous apprenez donc toutes les bases, c'est-à-dire pour n'importe quel aliment, n'importe quel plat. N'importe quelle partie. Partie, oui, ça. voilà, pardon. C'est ça, en fait, la cuisine, nous on l'apprend par des techniques. Et après, avec ces techniques, on assemble les techniques pour pouvoir faire une recette. Et du coup, on a des bouquins gros comme ça. Oui, j'allais dire, il faut se rappeler de tout ça. Après, avec le temps, ça reste. C'est des techniques qui sont logiques. Des fois, on retourne un petit peu dans nos bouquins pour se remémorer quelques méthodes ou quoi. Mais c'est vrai que après, ça devient des automatismes. Les fonds de sauce, tout ça. Il ne s'agit pas d'être que bon, il faut aussi avoir quand même du caractère. Quand on veut devenir chef, on a cette image du chef qui est quand même qui a du caractère, qui, pour pas dire grande gueule, quoi, qui sait se faire entendre. Hey, ouais, c'est vrai que... Je fais bien ou pas? J'ai mal. que le caractère. Oui, mais Bénédicte nous expliquait l'autre fois que dans ses cuisines, Oui, ça ne c'est se vrai. passe pas comme ça. Non, C'est ce que non. j'allais dire. Voilà. Tu peux Exactement. bouger s'il te plaît le plan. Non, après, les choses peuvent être dites calmement Oui. Voilà. et clairement. Et puis après, c'est l'échange entre les personnes qui doivent être clairs, quoi. Hein. C'est vrai qu'en métropole, on peut rencontrer des chefs un peu comme ça. On voit des casseroles volées au milieu de la cuisine. J'ai déjà vu. C'est un autre sens d'envoyer les plats, alors. C'est ça. Ah ouais. Mais ça, c'est pas super agréable. Non, c'est pas agréable. Ouais, C'est pour ouais. ça que des fois, en métropole, dans les grands restaurants, le turnover, il est assez important. Les gens, ils Oui, restent restent pas pas. longtemps parce que c'est pas une ambiance agréable à vivre, quoi. C'est un métier difficile. Travailler en cuisine dans la restauration en général. Déjà, il y a les horaires. Hein. Ouais. Faut être dur mentalement aussi par rapport aux horaires. Après, quand on aime, je pense que ça passe à côté, ces choses-là. Il y a le stress du service aussi. Des fois, quand on peut avoir du monde comme ça. Mais si on est organisé, ça se passe bien, quoi. Tout tient de l'organisation. C'est ça. Et en tant que chef de partie, tu as donc d'autres personnes qui t'aident, t'as des petites mains, Non, en fais fait, tout on a toi-même. une toute petite équipe. Mhm. Donc, on a 3 parties, on est 3 chefs de partie. Donc, chacun après, son domaine. voilà, c'est ça. Après, on s'entraide entre nous. Déjà, les menus sont élaborés ensemble C'est ça, pour que l'entrée puisse convenir au plat de résistance et exactement. jusqu'au dessert. Et avec le chef, tous les mardis, comme on commence notre semaine le mardi, on se réunit pour élaborer les menus, tout ça. De la pour semaine. Réfléchir, tout ça, c'est ça. Et on disait donc c'est pas facile comme métier. Est-ce qu'il y a un secteur dans la restauration que tu n'aurais pas voulu faire, que tu as fait et que tu veux plus faire?
Je parlais d'éplucher les pommes de terre et les légumes, mais... Non, après, en fait, quand j'étais étudiant ici, je faisais des extras le week-end en tant que serveur. Et je ne veux pas retourner en salle pour servir des plats. Mais c'est bien de l'avoir fait parce que tu as cette connaissance et peut-être que tu agis différemment avec les serveurs avec lesquels tu travailles maintenant. Quoi. Bah après, ma formation, on nous a obligés à faire tous les domaines de l'hôtellerie et restauration. Donc j'ai fait du housekeeping, donc les services en chambre, j'ai fait de la réception, du service et de la cuisine. Mais après, je me suis plus penché sur la cuisine. Plus dans l'hôtellerie alors que la restauration. Moitié-moitié. Oui, d'accord. Mais ouais, housekeeping, c'est hôtellerie. Ouais. J'ai fait un stage à Bora pendant 2 mois. Il y a pire. Housekeeping. C'était où au Métis polynésien, c'est sur Matira aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pire comme lieu de stage. C'est pas mal comme établissement. Ils ont le moto en face et puis ce qu'il y a... ça, c'est au Sofitel. On les salue là-bas à Bora Bora. Comme on en profite pour saluer toutes les personnes, et ils sont nombreuses qui bossent dans la restauration, que ce soit en salle ou en cuisine. Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie en général. Alors, tu parlais de votre menu de la semaine que vous préparez. Est-ce que toi, tu le prépares en fonction des produits que vous pouvez trouver? Est-ce que vous savez déjà qui fait le choix de faire les achats, justement, de voir qu'est-ce qu'il y a en ce moment, quels sont les légumes disponibles? L'économe, c'est comme ça qu'on appelle oui, c'est ça, c'est Economa. Et du coup, en fait, c'est le chef qui choisit. Nous, on donne des propositions, on fait des propositions au chef. Et après, il valide ou pas nos propositions en fonction des produits pareil, qui sont disponibles. Ce que les fournisseurs nous proposent aussi selon le marché et tout. Et alors, toi, tu es passionné également de comment on appelle, de produits locaux. C'est-à-dire, quel est ton produit préféré, lequel tu arrives le mieux à travailler? Le ourou. Ah, ouais. Aussi. Ouais. Mais alors, dans les grands classiques du moment, c'est-à-dire la farine, le ourou en frites Ouais, un peu de tout. Après, aujourd'hui, on essaye de l'utiliser comme une pomme de terre ou des choses comme ça. Comment dire? Ce qui était d'ailleurs la pomme de terre avant ici. Ça. Enfin bon, voilà le pain, mais... Le pain, ouais. Après, plus partir sur des choses plus élaborées. Le chef, par exemple, il avait sorti des gnocchis de ourou à la truffe. C'est cruel. Ça y est, on va s'arrêter là. Voilà la fin de cette émission. Ah ouais. Des choses comme ça. Après, mais ça, c'est facile à faire à la maison ou oui, c'est accessible à tout le monde. Hein. Après, c'est plus pour cuire le ourou. Il faut avoir une gazinière, des choses comme ça. Ah, c'est pas sur le feu de bois. On peut le faire sur le feu de bois. Hein. Après, il faut avoir un jardin. Ou dans le four. Ou dans le four, c'est vrai que moi, je suis pas fan. Parce qu'en fait, la flamme, quand le ourou cuit sur la flamme, il donne ce goût fumé au ourou. C'est ça qui fait aussi le goût. C'est quand on coupe le ourou en 4 parties, donc quand il est bien mûr, le ouroupé j'appelle ça, mais qu'on le met au four, il y a ce côté caramélisé là, après qu'on mange à la cuillère là. Ça c'est avec un peu de lait de coco et c'est une tuerie quoi. Tout simplement. Et le ourou, faut le cuire forcément avant, ou alors on peut dès le début, après l'avoir épluché, enlever le centre, le cuisiner. Moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé de le faire comme ça. Ouais, si. Ouais, j'ai déjà vu faire en ragoût. Après, il y a les vieilles techniques marquisiennes pour faire la popoy. Et il mélange avec. Il macère du ourou pendant quelques jours dans des fosses. Là, par contre, il est cru. Et il mélange du ourou cuit et du ourou cru qui est macéré. Et c'est excellent. Ouais. On sculpte un peu le ourou, on change un petit peu la présentation aussi, ça peut jouer. Ouais, après on essaye de travailler les textures aussi. Moi, par exemple pour le concours, j'ai fait un cannelloni au ourou, donc à la place de faire des pâtes à pâte, c'est ça. Ok, waouh. À la farine. On utilise quoi comme moule alors pour faire parce que c'est un tube, hein, on est d'accord. J'ai étalé comme une pâte. Cru alors. Cru. Non, j'ai cuit le ourou. D'accord. Je l'ai mis au frais pour qu'il soit bien sec et après je l'ai travaillé au laminoir, la machine pour travailler les pâtes italiennes. Oui. Ce qui passe là entre les deux rouleaux là. C'est ça.
Et ça se déchire pas, c'est pas comme ça. Fait Après, pas comme c'était plusieurs essais, sur essais. Au moins, j'ai dû faire au moins 20 ourous comme ça. Pour avoir trouver l'élasticité suffisante pour pouvoir faire un tube alors. Garni de quoi alors? Avec on a appelé ça la ratatouille polynésienne. Donc avec des légumes locaux et puis assaisonnés au Orea Tahiti. Et c'est ça, ouais. Orea Tahiti. Ouais. Ça me semble, oui, carrément. Oui. On n'imagine pas, mais des fois, en changeant un peu la présentation ou les alliances, on peut trouver d'autres saveurs, éclater le but, c'est qu'à la fin, il y ait ce goût dans la bouche, c'est-à-dire qu'il ramène tout, c'est-à-dire le oujou, les légumes. Voilà. Après, c'est la présentation. Qui donne Après, c'est ça le plus important, c'est le goût. Ou les goûts. Les goûts, c'est ça. C'est facile de transformer un produit, mais après, pour garder la saveur qu'il a au début, c'est plus difficile. J'avais une question, moi, par rapport à ce concours que tu as fait. C'est peut-être pas le seul d'ailleurs, mais en tout cas, le dernier, c'est le premier prix du concours des chefs au lycée d'Utumaolo. C'était cette année, c'était en quel... C'était en janvier. En mars. Ça avait commencé, la médiatisation a commencé en janvier. Et là, grosse pression. Dans quel état d'esprit t'étais? J'étais dans ma bulle. Et il fallait pas m'embêter, mais ouais, j'étais très concentré et tout. C'était difficile. Fallait commencer à 7h du matin, donc moi à 5h, j'étais déjà au lycée hôtelier en train de préparer tout ça, mon matériel et tout. On y était, nous. On y était avec la radio, la télévision. C'est juste impressionnant. Comment décrire l'ambiance qu'il y avait, c'est que ce qu'il en sort, c'est que c'était millimétré. Je voyais alors ça criait pas, il n'y avait pas de casserole qui volait. Vous-même, vous aviez des aides qui étaient là des commis. Et il y avait tous ces professeurs qui s'enchaînaient pour prendre des notes. Il reste 20 minutes. Allez, on se dépêche. Il y avait une pression, on l'avait pour vous, quoi. Les poils qui se dressaient. C'est un concours avec un grand C, quoi. Et là, on sait pas encore, une fois réalisé que ça part. On ne sait pas ce qui va se passer derrière les portes où il y a la dégustation, c'est clair. Mais en plus il faisait très chaud en cuisine, donc il n'y avait pas d'air du tout, donc c'était très éprouvant. À la fin, on était tous fatigués. Mais c'est vrai que c'est millimétré parce que on a pu le préparer. On a eu une fiche avec une liste d'ingrédients, des choses et des conditions qui étaient imposées. Et puis la recette a été répétée. On a essayé de le faire un maximum pour pouvoir bien mémoriser l'enchaînement des choses et tout. C'était obligé pour pouvoir être dans les temps, quoi. Tu avais un chronomètre comme certains avaient, des petits buzz là? Moi j'avais une tablette avec plusieurs chronomètres. J'en avais téléchargé une application avec plusieurs timers où je pouvais inscrire le nom de telle chose, machin. J'ai tout programmé pour pouvoir être tranquille sur ça, quoi. Moi, j'étais stressé pour vous. J'étais stressé également pour les personnes qui amenaient les plats. Parce que je me disais, mais alors, ils sont stagiaires, enfin en tout cas, ils sont étudiants, ils sont au début de leur carrière, qu'on leur souhaite longue, mais ils partaient dans les couloirs. On était là, nous, médias, il y avait quand même pas mal de monde. On les voyait partir avec 2, 3, 4 assiettes. Tomber le plat. Avec le prof derrière qui... allez, on se dépêche, allez, on envoie. Waouh. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de rien tombé. Je pense qu'ils avaient peur surtout de faire tomber quelque chose. Le stress. Non, je pense qu'on se serait fâché. Ah oui, j'imagine, mais c'est ça, ils pensent à ça, ils se disent, oh là là, je vais me faire tuer, descendre. Mais bon, ils ont été, les élèves du lycée hôtelier ont été super avec nous. Même à la fin, ils nous ont aidé à ranger, à nettoyer. C'est l'équipe qui gagne. Oui, c'est ça, on n'est pas tout seul. Dans une cuisine, on n'est pas tout seul. Moi, je l'ai dit pour le concours aussi. Puis la préparation, j'étais pas tout seul non plus. Et les profs. Ouais, les professeurs aussi étaient là vous aider, en amont, ils étaient disponibles pour n'importe quelle question qu'on avait et tout. Non, les préparatifs étaient super, je me suis éclaté avec le chef aussi. Ça me manque des fois de préparer le concours et tout. Bientôt, peut-être, tu seras prof, on ne sait jamais. Encore en contact avec ces professeurs qui t'ont accompagné? Oui, très souvent. Souvent aussi quand il y a des stagiaires qui viennent chez nous, ils viennent voir leurs stagiaires de temps en temps. Donc on les voit fierté souvent. De la part des profs, quoi. Vous allez vous retrouver avec Jean-Claude, qui a débuté avec moi. C'est ça. Avec Yves Diras, on a fait déjà un concours avec Yves Diras en 2013. Mm-hmm. C'était en Australie, c'est comme le concours qu'il y a eu là dernièrement avec Jason Hu. 2013, tu avais quel âge?
Bah, il y a 4 ans, donc il avait 19 ans. Ah, c'est ça, tout jeune. On était parti en Australie. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé avec eux. Alors quand on est premier au concours des chefs là, au Tomorrow, là les portes s'ouvrent, j'imagine. Alors, il a fallu frapper quand même aux portes. Hein. Non, après je suis retourné dans ma cuisine et puis j'ai repris le travail normalement. J'ai pas cherché plus que ça à ce que des portes s'ouvrent. Après si elles s'ouvrent, ben, on verra ce qu'il y a derrière. Mais pour le moment, je continue à bosser dans mon truc et tout. Je rappelle notre invité Jean-Claude Tekwatawa, qui est donc chef de parti au Cocos. Et bien sûr, vous pouvez nous donner... le féliciter. Le féliciter, bien déjà, sûr. Déjà, parce qu'il le mérite. Et effectivement, donner des recettes, puisqu'il va certainement... Il va nous donner une recette d'ici quelques secondes. Donc c'est au 40 86 16 00 et au 7 1 2 3. Alors, la recette. Les recettes, on a le temps. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous, qui est facile à faire, avec des ingrédients qu'on trouve un peu partout? Pour un truc qu'on trouve partout. On est prêt, on note. J'ai choisi le prahapewi. Poisson local, qui est élevé localement. Un poisson noble, hein. C'est comment dire. Plus facile à travailler, plus de goût. C'est très simple. Il est très simple, il est juste gris. Pour moi, il est excellent. Avec la peau qui est un peu croustillante, il est parfait comme ça. Pas de filet. Si, en filet par contre. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut lever les filets. Alors, on va partir sur la base déjà pour faire un bon filet. Avoir des filets. Voilà. Pour avoir il faut de bons couteaux. C'est ça, ouais. Un bon couteau parce que sinon on va charpiller le poisson et la chair du poisson. Et sans citer de marque, comment on sait que c'est un bon couteau ou pas là? Il y a plein de couteaux dans le commerce. On a l'impression qu'ils sont magnifiques tous. Après, déjà c'est pas le prix qui donne la qualité du couteau. Bon, c'est vrai que un couteau à 200 balles, c'est sûr que là, ça va pas être un bon couteau, mais j'ai pas de marque particulière. Moi, j'ai plusieurs couteaux. Après, pour le poisson, il faut un couteau qui est assez souple, qui est fin. La lame doit être fine parce que faut passer entre les arêtes et tout. Faut pouvoir épouser la forme du poisson, épouser la forme des arêtes aussi. Donc, pour le poisson, on appelle ça un filet de sol. C'est un couteau assez lent et assez fin. Et bien aiguisé. Ouais. Alors, on taille les filets. On n'est pas à l'abri de tomber encore sur une arête, donc on y va à la pince épilée, non? Non, après, il reste quelques arêtes, mais on peut y aller au couteau. Toujours le filet de sol pour pouvoir enlever les petites arêtes. Parce que sur le prahapewi, c'est régulier. Il y a 6 arêtes au milieu. 6 petites arêtes. Donc s'il en manque une, on sait où il faut les couper, et puis c'est toujours la même chose. C'est facile donc de faire des filets dans les prahapewi. Exactement. Donc on a ces 2 filets dont on a gardé la peau. Exact. Ok. Donc après, donc juste griller comme ça du côté de la peau. Sur quoi? Du beurre, de l'huile d'olive? De l'huile. Après, huile d'olive, chacun, c'est comme les gens veulent. J'ai appris il y a 2 semaines que le poisson, lui, n'absorbait pas l'huile, la friture. Autour, mais ça ne rentrait pas, ça n'absorbait pas. Quoi. Non, parce après, il est déjà très gras, donc c'est vrai que on n'a pas l'impression qu'il a été... il n'est pas frit, mais qu'il a été cuit dans de l'huile ou quoi. C'est vrai que la chair est fine et tout, donc j'aime bien ce poisson. Donc, on le fait griller, côté peau. peau. On veille à ce que ça colle pas. Il y a une technique, non? On met de la farine Alors, non, pas de farine, mais pour pas qu'il colle, surtout du côté de la chair, on peut mettre un papier sulfurisé au fond. Un papier cuisson qu'on peut trouver dans le commerce... facilement. Avec l'huile dessus? Sur la poêle bien chaude, avec l'huile sur le papier cuisson. Et ça permet d'éviter que ça colle. Si on n'a pas de poêle en téflon, en matière anti-adhésive. C'est ça. Tout simplement. Voilà. On coupe, on fait un rond. Si la poêle est ronde, on évite que ça, sur les côtés, que ça prenne pas. C'est une bonne astuce. Ça, c'est une bonne astuce. Donc, voilà, on cuit tranquillement. Et on s'arrête pas là. C'est rapide. C'est rapide. Il n'y a même pas de l'ail, assaisonnement, juste sel, poivre. Sel, poivre. Tout simplement. Ok. Pour ce poisson, ça ira juste. Après, c'est ce qui va à côté qui va jouer. Moi, j'ai proposé un beurre blanc au citron confit.
citron confit chinois qu'on trouve aussi. Il a pas dit c'est facile. Hein, non. On peut trouver facilement le citron confit. Après le beurre blanc en fait c'est une réduction de fumée de poisson. Donc avec les arêtes qu'on a du paraha, on fait un fumet de poisson, c'est tout simple. Dans de l'eau, une petite garniture aromatique, donc oignons, carottes, les arêtes et on plonge. Dès que ça bout, on compte 20 minutes. Le fumet est prêt. Donc là, on obtient un liquide parfumé. C'est ça, au poisson. Après, on peut rajouter des épices si on a envie pour rajouter de la saveur. Mais c'est assez liquide, c'est pas épais. Ah non, c'est de l'eau. Hein, c'est de l'eau. Après, la gélatine de poisson va... Quand on refroidit le liquide, ça va gélifier un petit peu. Et là, on arrose le poisson au moment de le servir? Non, alors pour le beurre blanc, ce qu'on fait, donc on fait suer des oignons. Tu l'attends. On déglace avec un petit peu de vin blanc et le fumet de poisson. Pardon, on déglace avec un petit peu de vin blanc et le fumet de poisson. On fait réduire et ensuite on monte au beurre. On monte au beurre. Oui. Alors le beurre. Elle est en train de noter. La semaine prochaine, on veut manger pas l'après-midi. Le filet. Donc déjà, quand on fait réduire le fumet, c'est à ce moment-là qu'on met le citron confit pour que le citron infuse à l'intérieur du fumet. Tu vois, tu donnes pas tout, là. Citron confit, ok. Faut poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. Et ensuite, quand c'est réduit, on monte au beurre. Donc le beurre, il faut qu'il soit bien froid, en petits cubes. Et petit à petit, on rajoute le beurre en cubes. Sans le faire brûler, ça va être à en fait, feu doux. on peut le faire hors du feu si la préparation est déjà bien chaude. Et tout doucement, on rajoute le beurre en remuant. Beaucoup de beurre ou la moitié de... C'est bon, le beurre. Il faut juste que la texture elle soit un peu sirupeuse. D'accord, voilà. Donc, sirupeux, d'accord. Si jamais le beurre ne s'incorpore pas bien à l'appareil, il faut juste rajouter un petit peu de crème. Petite astuce. D'accord. Note bien la crème, n'oublie pas la crème. Faut être généreux. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça... Donc ça, c'est le plat, le principal. Sauce, Pour l'accompagnement, comme le beurre blanc, c'est assez lourd avec le beurre. Ça passe bien. Pour rafraîchir, on peut faire un taboulé de brocoli. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de semoule? Si quand on va même. utiliser un petit peu de semoule qu'on va mélanger Fine, avec... moyenne Moyenne. 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 Et qu'on va mélanger avec donc, le brocoli. Il faut extraire, prendre juste le vert. C'est ça. Ce qui est aux extrémités, fleurs, le fleurette un peu. On appelle ça les sommités. Qui ressemble à des grains en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc au couteau, délicatement, on enlève ça. On gratte un petit peu. La semoule qui a déjà été trempée dans l'eau, préparée. Qui a été cuite déjà. Et du coup, après, mélanger ça avec la semoule et le brocoli. Assaisonner avec du citron, de l'huile d'olive, de la menthe ciselée et de la coriandre. Et après, à l'intérieur, on peut rajouter aussi de la mangue verte, pas trop verte, parce que sinon ça apporte trop d'acidité. Et un peu de tomate pour la fraîcheur. Tomate. En petit dé. Tout ça en petit dé. Rigole pas, parce que quand tu vas goûter, tu vas moins rigoler. Oui, j'ai toujours l'image du pain. Elle a essayé de faire du pain à la maison. Ah non, il va le dire toutes les semaines. Parce que, j'y ai pas goûté, mais visuellement, on aurait cru un parpaing. Je m'arrête, moi, sur le poivre. Tu as cité un ingrédient, un aromate, comme on a... Oui, c'est une épice. Une épice, oui, qu'on utilise tous, plus ou moins. Comment on choisit un bon poivre? Est-ce que déjà les moulins, sans marque, mais est-ce que les moulins, vaut mieux les prendre déjà le poivre déjà moulu ou en grain? Et quels sont les meilleurs grains? Le vert, le noir. Après, moi j'ai eu l'habitude d'utiliser le noir plus. C'est qu'il est assez fort en goût. En grain voilà, en fait, justement, l'idéal dans les épices, toutes les épices, c'est de les utiliser, de les avoir pas en poudre, pas encore moulues. Ouais. Parce que les saveurs se gardent encore plus et elles sont plus fortes dès que le poivre est concassé. C'est pareil pour le café ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que moi, j'opterais plus pour du poivre en grain qu'on met dans un moulin et qu'au dernier moment...
Ça met du temps. Il faut Ouais. mouliner. Faut y aller. Ouais. Là, il y a un côté, le geste, Mais c'est après, sympa, c'est- quoi. Quand on a un moulin à poivre à la maison, là, ça fait grand chef. Mais bon, quand il faut faire pour 20 personnes, il faut Oui, c'est ça, c'est ça. y c'est ça. aller au moulin. Panapéoué, donc sur son lit de taboulé au brocoli, comment on présente un menu de la sorte? En restaurant, ça serait plus le taboulé serait plus à côté. Ouais. C'est pareil parce qu'il serait ça serait froid. Et le praha sur du pota ou du wangbok, un légume sauté au beurre, un petit peu de beurre, pas trop. Et puis après, ça serait le serveur qui verserait la sauce. Au moment du service. C'est ça. Ah ouais, classe. En parlant de beurre, vous avez entendu qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes là pour acheter du beurre? Pourquoi? Bah, il va augmenter et ça va être plus difficile apparemment d'ici quelques temps. Voilà, il va falloir sauter sur le beurre. Il va falloir ouais en acheter. Oui, oui, oui. D'accord. Les prix vont Vous augmenter. êtes informé de ça ou C'est pas, non? pas du Non tout. difficile Moi, de je trouver savais du pas. beurre, oui. C'est quoi sur le groupe Allo qui sait quoi, non? Non, 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 pas du tout. C'est quoi la source? Non, apparemment, ouais. Non, non, c'est en métropole déjà. Ok. Et puis en préparation des Après, nous, fêtes de Noël. le beurre vient de Nouvelle-Zélande, la plupart d'ici. Oui, 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 Ouais. oui. Peut-être que ouais, on a Peut-être plus de qu'on chance. passera à côté. Moi, j'étais en train de penser à la crème fraîche à partir du beurre. Vous avez déjà fait ça ou pas, non? Enfin, oui, chef. Non, pas forcément. Hein? Mais après, en ratant de la crème montée, oui, ça m'est arrivé de faire du beurre. C'est un truc à faire avec les enfants. Moi, je l'ai fait. Hein. On prend un récipient qui se ferme et on met de la crème fraîche, alors 35%, enfin, la plus grasse possible, quoi. Et puis on y va. Et on secoue hein, pour 20 minutes. Hein. On en arrive à extraire le petit lait. Je sais pas C'est comment. ça. C'est Oui, le petit lait. le petit lait autour, là. Alors non, on fait du beurre, pas de la crème fraîche, je veux dire. C'est C'est l'inverse. ça, Ouais, comment faire du beurre à partir de la crème fraîche, ouais. Mais c'est sympa à faire. Après, il faut être courageux parce qu'il faut vraiment remuer pendant 20-25 minutes. D'accord, ouais. T'as pas fait essayez. ça? Non, non, non. Faites-le avec vos enfants, on est mercredi, faites-les participer à la cuisine s'ils sont pas trop jeunes, mais ils vont apprécier. Hein, c'est faire soi-même son beurre. Voilà. D'accord. Je suis content, j'ai l'impression que tu es un chef de parti. Alors, est-ce que tu as une autre recette à nous donner aujourd'hui ou quelques petites astuces comme tu nous as donné par exemple justement le papier sulfurisé qu'on pouvait mettre sous le poisson, enfin Dans la poêle. sur la poêle Ah, même en fait. le fond de la poêle pour éviter que ça colle, quoi. Ou on met l'huile, tout. Ok. C'est ça. Après, des astuces, si vous avez des questions, oui, je pourrais peut-être trouver, mais là, sous le. Parce que coude, pour toi, j'ai- c'est au quotidien. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. plus en faisant des choses, c'est là que je pense à mes astuces ou quoi. On va rester sur les recettes et les astuces. Les questions vont être posées. Quelle autre recette tu as envie de partager avec nous? Par exemple, de ce que tu fais, toi, dans ta partie qui est la partie des entrées, qui peuvent être chaudes ou froides. Un truc simple à faire à la maison. Après, par exemple, ce que j'ai fait au concours, c'était. J'avais une entrée en 2 services. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, sur le premier service, j'avais un tartare de crevettes assaisonné. Juste assaisonné, un petit peu de citron, un peu de menthe, avec de l'avocat. Simple. Ouais, tout simple. Avec une crevette cuite, croustillante, enrobée dans une pâte. Les pâtes à nem qu'on peut trouver un peu partout là, et avec une feuille de menthe aussi à l'intérieur de la pâte. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. ouais, Après, ouais. Avec une petite la chevette, mayonnaise à on l'a côté. réduit. Non, entière. Le tartare en dessous. Un genre de Mais le tempura. le tartare avec les chevrettes, ça, par contre, c'est haché. Ouais, c'est non? haché, ouais. Oui. Juste coupé là dans la longueur comme ça. Mhm. Et puis accompagné d'une petite mayonnaise bien corsée à l'ail. Alors, mayonnaise. Maison. Maison, ouais. Ah, toujours. Mais Mayonnaise, Ouais. donc l'huile, l'œuf L'œuf. et c'est ça, un peu de vinaigre et aussi. moutarde. Ah, un peu de vinaigre. toujours un petit peu de vinaigre. Au citron. Je ouais. pensais que c'était Citron, quand on l'a raté, moi, la acidité. mayonnaise, qu'on rajoutait un petit peu de vinaigre. Pour le... On a toujours mis, j'ai toujours mis du vinaigre. Mais vous faites bien. Alors, c'est pas moi Genre. qui vais dire. Ah non, faut pas mettre. Ça relève aussi le goût, ça apporte un peu de peps aussi à la mayonnaise, même si la moutarde est un petit peu vinaigrée aussi à la base. Mais ça relève un petit peu. On peut choisir ses vinaigres, on peut mettre un peu de balsamique, on peut mettre un petit peu ou sinon du xérès, choisir aussi les vinaigres différents. Ça peut apporter aussi de la saveur juste avec le vinaigre. Pardon.
Alors, toi qui aimes bien travailler les produits locaux, j'imagine que tu as déjà fait un poisson cru au lait de coco. Oui. Ah, tous les chefs vont y passer. Hein. Ah, bah, c'est Alors, clair. la recette du poisson cru au lait de coco, c'est simple. Du poisson et du lait de coco. Voilà. Merci. Alors, on poursuit. Non, mais je sais pas, il y a une technique. Est-ce que ça, justement, la recette, tu l'as pris à. Est-ce qu'elle est revisitée? Est-ce que toi, tu la revisites ou On l'a revisité en tant que salade polynésienne, par exemple? Ouais. Après, moi, ce que je fais, c'est très simple. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gros morceaux de poisson qui sont pas cuits à l'intérieur. Donc, on met le jus de citron et après, on égoutte vite et on presse un petit peu le poisson pour que le. On goûte citron... ou tout ça, c'est mesuré? C'est en goûtant? On goûte plus à la fin, quand les choses sont mélangées. Parce que si on goûte aussi, on peut goûter aussi individuellement. Après, mais... c'est faussé du fait d'avoir goûté qu'avec le citron, sans le sel, etc. Ouais. Du coup, moi, je presse mon poisson pour extraire le jus de citron pour qu'il cuise pas trop le Juste poisson. en surface, alors. C'est ça. Et après, lait de coco, tomate, concombre et tout. Voilà. Simplement. Pas d'autres Gingembre. Pas d'autres tests. Gingembre. Il y en a qui, pas toujours qui rajoutent du gingembre. Ouais, c'est ça. Après, on peut. Râper de mangue, carotte, non? Si, de la mangue, on peut mettre de la mangue aussi. On peut faire aussi mélanger du poisson cru et du poisson fumé. Le thon, par exemple, pas moitié-moitié, mais vraiment un petit peu de thon fumé pour relever aussi un petit peu le goût du poisson. Et quand tu étais en France, est-ce que tu as fait goûter aux autres élèves, aux autres personnes dans les différents restaurants où tu as fait tes stages? Est-ce que tu leur as fait goûter le poisson au lait de coco? Là où j'ai travaillé avant de revenir, ouais, j'ai eu l'occasion de faire un poisson cru au lait de coco. Parce qu'on avait... Le Tahitien qui débarque, tu vas me faire un poisson cru, c'est ça? En plus, je travaillais avec des Thaïlandais qui aiment bien, parlaient très peu français. Et du coup, on a beaucoup échangé sur la cuisine thaïlandaise, moi sur la cuisine tahitienne. Parce qu'ils utilisent aussi beaucoup le lait de coco, hein, dans leur cuisine. Le lait de coco, le beurre de cacahuète, le tamarin aussi, comme la cuisine asiatique ici. Ouais, c'est vrai qu'on trouvait des similitudes sur nos cuisines. Il y a des choses qu'ils utilisent, c'est du poisson pourri, un peu comme le fafarou qu'on a ici. Là, c'était une pâte de poisson complètement pourri. Et ça sentait quasiment pareil que le fafarou. La fermentation était similaire. C'est ça. Donc, des fois, on arrivait à échanger et on se rendait compte qu'il y avait des choses sur lesquelles on se rejoignait. Et au chef, dans ces restaurants, tu as pu leur faire goûter? Non, pas. Non. Après, c'est la disponibilité du produit aussi, parce que bon. Oui. Alors justement, quel poisson tu leur as fait goûter? Alors, j'avais du thon rouge. Ah, t'avais du thon rouge. Le plus dur, c'est le lait de coco, peut-être, non? Le lait de coco. Après, en boîte, c'est vrai qu'il faut choisir. Faut bien. Non, mais il faut bien choisir. Il y a vraiment du bon en boîte. Ouais, on peut trouver. Faut pas faire le difficile après. Faut pas que ce soit sucré, en fait. Faut pas que ce soit trop sucré, c'est ça. Pour les cocktails, en général, voilà, le lait de coco en boîte, on l'utilise pour les cocktails, donc il est déjà un petit peu sucré. Il faut essayer de trouver celui qui n'a pas de sucre. Je trouve que c'est une horreur. Enfin, je ne retrouve pas le goût. Parce que le restaurant a mal choisi son lait de coco. Ah, au restaurant ou le magasin qui le propose, quoi. C'est vrai qu'il y a plusieurs marques, mais je ne les ai pas toutes essayées, peut-être. Ah, bah c'est ça. Mais enfin, moi, je préfère un bon petit coco qu'on va râper, faire le cheval ou à la machine, et il n'y a pas mieux. Je m'arrête sur le mi-cuit, moi. J'avais noté mi-cuit. Pour faire un mi-cuit, quelles sont les épices qu'on met autour? C'est toujours une question que je me pose. Quand on fait un mi-cuit de thon. Oui, c'est ça. Est-ce que tu proposes ça des fois sur la carte? Ouais, on l'a à la carte. Après, alors, c'est quoi ce mélange qu'il y a? Il y a du poivre, il y a quoi? Après, ça dépend. Il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai déjà vu qu'on faisait avec du poivre, avec des épices tandoori, des choses comme ça. Après, nous, ouais, c'est ça. Après, nous, on ne met pas forcément d'épices. C'est plus du sésame. Tout simplement, du sésame. Sésame et quelques algues un peu séchées. Oui, parce que c'est plus un plat japonais, enfin c'est plus asiatique comme plat, non? Le mi-cuit, oui. Oui, c'est très asiatique. Mais après, après c'est chacun comme il veut. Nous, on utilise du sésame quand on torréfie un petit peu et un petit peu d'algues autour. Juste ça. L'huile de sésame aussi. Sésame qu'on torréfie, c'est-à-dire qu'on le passe à la poêle? Oui, c'est ça. Tout simplement. Torréfié à la poêle, tranquille. Les graines de sésame. Voilà. Les graines, ouais. Les graines de sésame. Oula, moi ça m'a donné faim, moi, tout ça. C'est clair. Est-ce que tu vas toujours poursuivre dans ta partie, c'est-à-dire les entrées, ou tu souhaites goûter au plat chaud et au dessert? Pâtisserie, tout ça, tu fais pas? Pâtisserie, j'en ai fait, quand j'étais en France. Ah ouais? Aussi. Là où je travaillais à La Rochelle, j'ai tenu le poste pâtissier.
C'est un autre domaine quand même. Hein. Je suis pas fan de la pâtisserie. Enfin, c'est intéressant, mais après, c'est vrai que je m'épanouis moins qu'en cuisine. Pourquoi? Parce qu'il faut tout doser en pâtisserie, il faut vraiment, c'est au gramme près. Je sais pas si c'est... Enfin, je pense pas, parce qu'il y a quand même aussi des recettes en cuisine qu'il faut au gramme près. C'est comme le foie gras ou quoi, il faut le faire au gramme près aussi. Après, c'est pas quelque chose pas ton truc. Tu manges de la pâtisserie quand même, ouais, un petit peu. Un petit peu, mais t'es plus salé. Je suis plus salé. Okay. Et les plats de résistance, donc la partie chaude, c'est ça comme on dit, ouais. Ça t'intéresserait beaucoup plus? Ouais, beaucoup. Ouais. J'essaye de me... déjà, quand on travaille, on est sur une petite table comme ça aussi. Et du coup, on voit ce que fait les autres et tout. Donc, j'ai l'occasion quand même de regarder un peu ce qu'ils font, en échange, il m'explique, je lui explique et tout. Oui, puis vous partagez certainement. Oui, voilà. Parce que pour des entrées froides, des fois, tu peux très bien utiliser, je sais pas moi, un chou et puis mélanger avec du sucré salé. Ça peut être des entrées comme ça. Après, donc on peut vous échangez. de la viande qui a été cuite basse température. Après qu'on l'a refroidi pour l'utiliser aux entrées ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est vrai que les entrées... là où du coup pour mon poste c'est assez complet parce que je peux autant faire du poisson, je peux faire des légumes, je peux faire du chaud, du froid, de la viande, voilà, c'est ça. Du foie gras poêlé ou du bœuf en tartare ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez vaste. Et en même temps tellement important puisque ça porte bien son nom, c'est l'entrée. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on reçoit à table quand on vient goûter, manger au Cocos. Et donc c'est l'ouverture, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut que ça commence bien pour servir de tremplin à ce qui va suivre. Alors le mardi, vous voyez la carte. Le reste du temps, vous travaillez les menus que vous avez élaborés. Quand est-ce que vous innovez? À quel moment vous dites, allez, on va essayer de créer... ensemble ou seul de nouvelles recettes? Quand on a le temps. Et ça, c'est difficile. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on a du monde, c'est difficile de prendre un petit peu de temps, une demi-heure ou quoi. Moi, je pense sur mon temps de repas, des fois. Ah, quand tout le monde va manger. Tu vas manger? Non, j'innove. Ouais, t'as ma météo, alors. Du coup, hier, j'ai essayé cette recette. Je l'ai réessayé. Le panapéoué? Ouais. Pour finaliser un petit peu, quoi, pour être sûr de ce que j'allais proposer, parce que je voulais pas vous proposer n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que on prend sur notre temps pour pouvoir innover, pour pouvoir créer. Après, quand on a Mais le c'est temps, important. Ça permet d'éviter la routine, peut-être. C'est ça, ouais. C'est ça. Après, tous les jours, on cogite, avant de dormir, ou des choses comme ça. Tous les jours, on est en train de réfléchir, et après... quand on a le temps, on le met sur papier, et après, quand on a le temps, on le met en application. Vous allez un peu sur Internet voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans le monde également. Ça peut être des goûts, des saveurs qu'on peut ramener en Polynésie. C'est ça. Tous les jours, on regarde sur Internet, sur Facebook. Il y a plein de pages. Que ce soit dans la présentation ou dans la réalisation, c'est infini. On a l'impression que ça... il faut beaucoup s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir justement être toujours de l'avant, toujours innover pour ne pas rester sur les mêmes choses, quoi. Il y a des modèles, des fans, enfin des chefs dont tu es vraiment fan, dont tu suis le parcours Pas spécialement. Après, c'est vrai qu'il y en a un qui est à New York, il me semble. Oui, c'est ça. Il a monté le restaurant Alinea. Français, américain? Non, c'est un Américain. Ouais. Grant Adzak. Et en fait, il a monté son restaurant... et c'est un des meilleurs restaurants au monde aussi, quoi. C'est Alinea, c'est assez innovateur. Et il a sorti il y a 3 ans, je crois, un dessert qui servit sur la table. Directement sur la table? Il a fait créer une nappe. Une nappe? Ouais. Wow. Une nappe pour qu'on puisse manger dessus. Alinea, New York, Alinea Touch, là. Il y a Nathalie qui est en train de regarder sur Pas du tout, c'est une très jolie lampe de chevet. Ah oui, non, c'est pas ça. Ça n'a pas été évident à trouver. Hein. Donc, grande enseigne de renommée internationale. Et c'est la façon dont il présente les produits, dans la façon d'innover? Oui, c'est ça, dans la réflexion aussi qu'il a. Par exemple, il avait proposé aussi un plat en 2 services, où les gens, il y avait un feu au milieu de la table. Les gens cuisaient des brochettes.
Et après, sous le feu, il y a un autre plat que le serveur va ouvrir donc le deuxième service. En fait, ils changent de mobilier quand ils changent de plat, pratiquement. C'est ça. Et il y a plus d'assiettes ou des choses comme ça, c'est assez impressionnant. Et la cuisine ouverte, cuisine spectacle, on voit... Non, il me semble pas, non. Non. Tu aimes bien, toi, quand on te regarde travailler ou pas? Pas trop. Pour ceux qui connaissent pas le Cocos, est-ce que c'est une cuisine ouverte ou c'est des portes battantes inaccessibles, on ne vous voit pas? C'est une cuisine ouverte sans être ouverte, parce qu'on nous voit pas, les clients ne nous voient pas, mais après, il n'y a pas de porte battante. Parce qu'il fait très chaud aussi. En fait, il est à Chicago, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Okay. Chicago, autant pour moi. La cuisine moléculaire, là, non, c'est pas ton truc? Non, j'ai jamais essayé, après ça m'a jamais vraiment attiré. Je me suis déjà renseigné. Pour le coup, on peut innover dans la présentation, peut-être pas dans les goûts, des fois ça n'a pas de goût. Le truc, c'est que on prime sur la présentation à la place du goût, quoi. Donc, j'ai pourquoi pas essayer, mais après, c'est vrai que je m'oriente pas forcément vers ce genre de cuisine. Préfère le goût. Ouais, le goût. Et on t'a pas posé la question, quel est le plat dont tu es le plus fier, celui que tu réalises au quotidien ou que tu fais de temps en temps, celui vraiment où, waouh, où tu passes la tête pour regarder dans la salle pour voir comment ça c'est perçu par le client qui goûte la première bouchée? Il y a une fierté ou c'est tout? C'est sûr qu'on veut toujours savoir si les gens vont bien, si ça se passe bien pour tous les plats. Ouais. Après, est-ce que j'ai une fierté? Après, ce que j'ai fait au concours... ouais. C'était pas parfait pour moi. Il y avait quelques petits trucs qui n'allaient pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme j'étais sur place et j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites erreurs. Genre. Mais ouais, c'est vrai que. Exigeant avec toi-même. Hein. Il faut pour pas rester sur les acquis. Non, s'il faut parler de fierté, c'est mon concours. Ouais. Après, j'ai pas, comme je le dis toujours, j'ai pas fait seul. C'est pas un plat, c'est plus un moment de vie et un moment important puisque premier prix, quoi. Après, à tous les jours avec les clients, faut savoir s'ils vont bien, si ça se passe bien, s'ils ont aimé. Tu vas en salle? Non. Après, non, pas du tout. Mais je suis derrière les serveuses à leur demander alors ça se passe bien. Des fois, elles en ont marre, mais bon. Et c'est un choix, ça, ou c'est la politique de l'établissement de ne pas aller en salle? Les deux. Les deux, ouais. Les deux, on pourrait ne pas le demander, mais bon, c'est vrai qu'on a besoin de savoir parce que c'est l'essentiel, c'est le résultat, c'est la satisfaction des clients c'est ça qui nous nourrit aussi. Hein. Mais on a besoin de savoir pour savoir si on a bien fait les choses. Et puis si demain, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, demain on rebondira dessus et puis c'est ça. Tous les jours, on essaie d'améliorer. Il y a personne qui dit je veux voir le chef ou le chef de partie. Appelez-moi celui qui a fait ça. Je voudrais le féliciter. Non, ça arrive ou... Ça arrive souvent pour voir le chef. Ah ouais. Après, des fois, le chef il me demande d'aller en salle, mais je dis que non. Ah oui, en fait, j'ai pas fini. J'ai du mal avec le contact avec les clients. Mais bon. Je préfère être derrière. C'est ça. Et dans quelques années, tu te vois comment? Avoir ton propre restaurant, chef? Sur du long terme, j'aimerais bien. C'est sûr que j'aimerais bien avoir mon restaurant où je serai chef. Tu as des enfants? Non. Pas. Non. Et si un jour tu en as, ce que je te souhaite, si c'est ton envie, mais tu souhaiterais qu'ils fassent la même chose que toi, qu'ils aient ce même parcours? J'interdirai pas, mais j'inciterai pas non plus. Parce que après, ça reste un métier rude aussi. Donc, et il faut être passionné. Donc faut pas, je pense pas imposer. J'ai un petit frère là qui a 11 ans. Lui, il me dit je veux faire cuisinier comme toi. Et il t'aide des fois à la maison? Après, on vit pas ensemble, donc. Il est fier en tout cas de son grand frère. C'est ça, carrément. Donc des fois, quand je suis avec lui, on échange un petit peu, je lui explique des choses, mais après c'est vrai que je lui dis écoute, on verra dans 5-6 ans, mais bon, pour le moment... Fais tes études. C'est ça. Ouais, c'est ça. Travaille à l'école. Et mange bien. Nous, on n'a pas bien partagé. On a passé un bon moment, Jean-Claude, avec toi. Merci pour ce temps. Un dernier petit message, peut-être? Là, je vais aller rejoindre mes collègues. Donc... ça bosse, là, normalement. Ouais, c'est ça. Donc, tu es en retard. Oui. Oh là là là. À cause de vous. Bon, un petit bonjour à Bénédicte. Ça marche, je passe le message. Et puis tout le personnel aussi. Hein, parce que oui, c'est ça, tout le Cocos, un coucou. Merci Jean-Claude. Merci à vous. Bon retour.